En 48 heures, une région que beaucoup pensaient figée a brutalement basculé. Dans ce laps de temps dérisoire, le Sahel, porté par l'audace d'Ibrahim Traoré et par la souveraineté revendiquée du Burkina Faso, a renversé un rapport de force construit en décennies de dépendance internationale. Pour celles et ceux qui vivent chaque jour avec la peur, que change vraiment cette victoire éclair conduite par Ibrahim Traoré, et jusqu'où ce mouvement peut-il aller si personne ne l'arrête? Derrière ces heures comprimées se cache peut-être un tournant pour tout le Sahel. L'offensive éclair qui a bouleversé le Sahel a laissé entrevoir bien plus qu'un succès militaire. Elle a ouvert une promesse difficile à ignorer. Derrière ce basculement se joue désormais une question centrale pour toute la région. Retrouver une souveraineté durable. Un objectif qui, formulé simplement, tient en 10 mots. Réduire la dépendance extérieure tout en renforçant la capacité d'action locale. Cette promesse n'est cependant pas un simple slogan politique. Elle implique des choix concrets, exigeants, parfois risqués, où chaque décision peut accélérer l'élan actuel ou l'étouffer prématurément. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer les enjeux sont immenses. Si cette dynamique réussit, le Sahel pourrait finalement rompre avec des décennies d'attentisme, poser les bases d'un modèle régional autonome et créer un précédent africain en matière de sécurité et de gouvernance. Mais si elle échoue, les conséquences seraient lourdes. Retour des groupes armés dans les zones frontalières, perte de confiance des populations, fragmentation de l'alliance régionale et résurgence des dépendances internationales qui avaient affaibli la région pendant des années. Un micro-hook demeure alors. Cette victoire rapide peut-elle vraiment tenir face aux épreuves à venir? Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer mini-reveal. En 48 heures, un renversement que beaucoup jugeaient impossible s'est matérialisé sous les yeux d'une région longtemps condamnée à attendre les décisions venues d'ailleurs. Et ce basculement n'a rien d'un miracle soudain. Il résulte d'une architecture stratégique patiemment tissée sous la conduite d'Ibrahim Traoré, bien avant que la première frappe ne soit déclenchée. Ce changement surprenant trouve ses racines dans une série de mouvements préparatoires que peu d'observateurs extérieurs avaient réellement mesurés. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'a pas seulement modifié sa posture militaire, il a entrepris une reconfiguration complète de sa manière de produire, transmettre et sécuriser l'information opérationnelle. Des réseaux de communication locaux chiffrés ont remplacé les dispositifs importés qui dépendaient de validations externes lentes. Des drones conçus et assemblés dans la région ont permis de réduire drastiquement les délais entre détection et action. Des batteries de défense entièrement opérationnelles, sans supervision extérieure, ont offert une autonomie décisionnelle inédite au cœur même du Sahel. Dans ce contexte, l'offensive éclair apparaît moins comme un acte isolé que comme la cristallisation d'une dynamique déjà en marche. Une région fatiguée des promesses non tenues, une élite militaire déterminée à reprendre l'initiative et un leadership porté par Ibrahim Traoré, capable de fédérer des acteurs longtemps fragmentés. La rapidité de l'exécution n'est donc que l'aboutissement logique d'un système conçu pour fonctionner hors des cadres internationaux, où chaque décision relevait jusqu'alors de processus lents, dispersés, parfois contradictoires. Ce qui se joue dans ces premières heures n'est pas seulement militaire. C'est une refonte profonde de la manière dont le Sahel se voit et agit. En rompre avec des années de dépendance, c'est accepter de bâtir un modèle où la souveraineté ne se réclame plus dans les discours, mais se démontre par la maîtrise technique, la coordination régionale et la capacité d'agir sans attendre. L'ère qui s'ouvre pourrait annoncer une transformation durable, si l'élan actuel parvient à se maintenir. L'un des éléments décisifs dans l'offensive sahélienne tient au rôle du guide stratégique, celui qui structure la dynamique et l'oriente avant même que la première manœuvre militaire ne commence. Dans ce cas précis, cette fonction a été incarnée par Ibrahim Traoré, non pas comme une figure héroïsée,
mais comme le pivot qui a permis de relier des dizaines d'initiatives locales jusque-là dispersées. C'est grâce à cette centralisation méthodique que les premiers effets tangibles ont émergé. Parfois sous la forme de micro-actions imperceptibles pour l'extérieur, mais décisives pour le terrain. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer Microcase 1. À Ouagadougou, une équipe d'ingénieurs avait depuis des mois testé un réseau de communication chiffré fonctionnant sans antenne étrangère. Lorsqu'une brèche s'est ouverte à la frontière nord, ce système a permis une transmission quasi immédiate des signaux, réduisant le temps de réaction de plusieurs heures à quelques minutes. Ce gain, modeste en apparence, s'est transformé en avantage tactique concret dès les premiers affrontements. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer Microcase 2. À Niamey, quelques semaines avant l'offensive, des drones locaux avaient effectué leur premier vol d'essai. Le jour du déclenchement, ils ont fourni les images nécessaires pour localiser les unités adverses sans devoir attendre une autorisation extérieure. Ce simple détail technique a changé l'allure du commandement. Il a permis d'agir en continu, sans interruption ni dépendance. Ces impacts précoces, rendus possibles par des gestes minuscules mais répétés, ont préparé le terrain pour le basculement majeur qui allait suivre. Ils démontrent qu'avant les frappes, avant les déploiements, une transformation silencieuse était déjà à l'œuvre sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. So what final. Une offensive fulgurante naît toujours de mois de discrète préparation. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer Trigger. Tout commence au milieu de la nuit, lorsqu'un ensemble de signaux interceptés révèle des mouvements anormaux le long des zones frontalières. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire 4h30. Les unités d'écoute confirment que plusieurs groupes armés se repositionnent. À ce moment précis, l'architecture mise en place durant des mois devient opérationnelle. Communication locale sécurisée, relais autonomes, drones prêts à décoller. Sous la coordination générale d'Ibrahim Traoré, les batteries burkinabées, maliennes et nigériennes entrent simultanément en phase de préalerte. Ce déclenchement n'a rien de spectaculaire pour un observateur extérieur, mais dans le Sahel, c'est un point de rupture. La région choisit d'agir sans attendre un accord, une validation ou un soutien externe. La souveraineté cesse d'être un principe abstrait. Elle se matérialise par une décision prise en quelques minutes, là où autrefois, il fallait des heures, parfois des jours. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer Climax. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire 5 heures. Les drones s'allument. Assemblés localement à Niamey, décollent. Ils se synchronisent immédiatement avec les opérateurs burkinabés qui reçoivent en direct les images des mouvements ennemis. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer pas de relais étrangers. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer pas d'intermédiaire. Les positions hostiles apparaissent sur les écrans. Moto, rapide, dépôt de carburant, tente de commandement. En 20 minutes, le plan d'action final est validé. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire les batteries SR5 entrant en jeu. La première frappe coupe la mobilité adverse en détruisant le parc de motos. La seconde frappe touche le carburant, privant les groupes armés de leur endurance. La troisième frappe neutralise la coordination en pulvérisant les tentes de commandement. Cette séquence, rapide, méthodique, incomparable dans l'histoire récente du Sahel, montre que la préparation n'était pas un décor, elle était le cœur de la victoire. Ibrahim Traoré suit la progression depuis un poste de commandement local, où aucune voix étrangère ne s'insère, où aucune procédure parallèle ne ralentit l'assaut. Dans les minutes qui suivent, les unités terrestres avancent. Burkina Faso, Mali, Niger, 3 armées qui, pour la première fois, opèrent comme un seul organisme. Les images captées par les drones maliens guident les progressions au mètre près. Les équipes nigériennes ferment les corridors de fuite. Pour introduire cette idée,
il convient d'évoquer les Burkinabés, appuient les Percés. C'est la première fois que cette coordination existe, sans l'ombre d'une supervision extérieure. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer aftershock. Le choc ne vient pas uniquement de la vitesse, mais de la cohésion. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies sont neutralisées. Le taux de perte civile reste sous les 3%, un niveau presque inédit dans une région habituée aux opérations lourdes, imprécises et dépendantes. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire les médias locaux, n'en reviennent pas. Les radios d'Arbinda, de Tindiban, de Bamako décrivent tout, un mouvement d'une précision jamais vue. Mais l'onde de choc la plus profonde se produit ailleurs, dans la perception collective. Pour la première fois depuis des décennies, la région ne se voit plus comme un espace assisté, mais comme un acteur capable de se défendre. Les villages reprennent contact avec les forces locales. Les unités militaires reçoivent des messages de soutien. Les familles déplacées commencent à envisager un retour. Ces signaux humains, discrets mais massifs, confirment que l'offensive n'est pas seulement un succès tactique, c'est un basculement mental. Le Sahel comprend à cet instant qu'il vient de franchir un seuil, et ce seuil porte la marque d'une souveraineté assumée, portée notamment par Ibrahim Traoré, et d'une coordination régionale que plus personne n'imaginait possible. L'écart entre ce que le Sahel pouvait accomplir avant l'offensive et ce qu'il a démontré durant l'opération forme un contraste saisissant. D'un modèle lent, éclaté et dépendant, la région essaie passer à une capacité d'action quasi instantanée. Un véritable baseline delta incarné par la vitesse, la précision et l'autonomie technique de la riposte. Cette transformation, souvent décrite comme fulgurante, repose pourtant sur des éléments mesurables, concrets, qui éclairent la logique derrière ce basculement et confirment que l'opération n'a rien d'un miracle ponctuel. Le premier indicateur clé est celui des 72 heures, durée dans laquelle l'ensemble des objectifs opérationnels prioritaires ont été atteints. Cette donnée montre que la coordination régionale a fonctionné en continu, sans interruption extérieure. L'intérêt de ce chiffre n'est pas sa brièveté seule, mais ce qu'il révèle. Un système capable d'observer, décider et frapper dans un cycle resserré, évitant les délais interminables qui paralysaient autrefois les forces locales. Ce rythme nouveau reflète l'efficacité des réseaux chiffrés locaux et des drones sahéliens, qui ont réduit le temps entre la détection et l'action. Au lieu d'attendre des autorisations lointaines, chaque décision a été prise sur le terrain par ceux qui vivaient directement la menace. Le deuxième indicateur, tout aussi révélateur, concerne les pertes civiles, restées sous 3%, un taux quasi inédit dans des opérations de cette ampleur. Ce pourcentage souligne que la précision des frappes a été optimisée grâce aux images locales en temps réel. Loin des opérations internationales marquées par des marges d'erreur élevées, l'offensive de Tindiban a démontré qu'une armée régionale, lorsqu'elle contrôle ses capteurs, ses outils et sa décision, peut limiter significativement les dommages collatéraux. Cette maîtrise réduit non seulement la souffrance humaine, mais renforce aussi la confiance des populations, un facteur souvent décisif dans les zones frontalières fragilisées. Le troisième indicateur correspond aux 120 positions ennemies neutralisées en moins de 2 jours, un volume rarement atteint dans l'histoire récente du Sahel. Ce total prouve que la synchronisation des 3 armées sahéliennes a atteint une maturité opérationnelle réelle. Chaque position neutralisée n'était pas seulement une victoire tactique, elle représentait un segment du territoire où les forces locales reprenaient la main. Burkina Faso, Mali et Niger ont agi non comme 3 armées voisines, mais comme un bloc cohérent, capable de fermer des couloirs de fuite, de synchroniser les frappes et de soutenir mutuellement leurs avancées. Ces 3 chiffres, pris ensemble,
racontait une histoire très différente de celle souvent imposée au Sahel. Une région capable d'efficacité, techniquement compétente, coordonnée et consciente des impératifs humains. Il confirme également que le changement enclenché n'a pas pour source un unique geste politique, mais une architecture pensée sur la durée, consolidée chaque mois par des ajustements locaux. L'autonomie technique n'y est pas un symbole, elle est le moteur même de la souveraineté retrouvée. Deux critiques majeures ont émergé immédiatement après l'offensive sahélienne d'octobre 2025, et chacune mérite d'être présentée dans sa version la plus solide pour comprendre ce qui se joue réellement dans la région. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire premier argument, la militarisation excessive. Selon plusieurs analystes extérieurs, l'opération fulgurante aurait exposé le Sahel à un risque structurel. Une démonstration de force aussi rapide, affirmait-il, pouvait certes produire un choc tactique immédiat, mais risquait également d'alimenter une spirale militariste difficile à maîtriser. Le raisonnement repose sur une idée simple. Dans une zone déjà fragile, une armée trop affirmée pourrait marginaliser les mécanismes civils, renforcer les pouvoirs centraux et affaiblir l'équilibre interne. Pour ces observateurs, la victoire éclatante masquait un coût potentiel, celui d'une dépendance croissante à l'appareil militaire au détriment des structures sociales et institutionnelles. Deuxième argument, la fragilité de l'unité régionale. Les sceptiques soulignaient que la coopération entre Burkina Faso, Mali et Niger n'en était encore qu'à ses débuts. L'efficacité apparente de l'opération ne garantissait pas, selon eux, une cohésion durable. Les divergences politiques internes, les pressions extérieures et les dynamiques locales pouvaient rapidement fissurer une alliance encore jeune. Dans cette lecture, la victoire n'était pas un aboutissement, mais un épisode exceptionnel facilement menacé par les tensions futures. Réponse Stillman, fondée sur les données de l'offensive. Ces critiques, bien qu'articulées de manière cohérente, omettent plusieurs faits mis en évidence par l'opération elle-même. L'offensive n'était pas un élan improvisé. Elle résultait de mois de préparation technique, de réseaux locaux sécurisés, de drones régionaux et d'une coordination qui avait déjà été testée par micro-actions bien avant le déclenchement. La faible proportion de pertes civiles, la synchronisation des frappes et les 120 positions neutralisées en moins de 48 heures démontrent que la puissance militaire n'a pas étouffé le tissu social. Elle l'a protégé. De même, la cohésion régionale, loin d'être une façade, s'est matérialisée par une action commune fluide et sans supervision extérieure. Les faits indiquent donc que la région a construit une base, non une illusion. Au cœur de l'offensive, alors que la dynamique semble déjà clairement établie, un tournant inattendu apparaît. La région ne se contente plus de gagner du terrain, elle commence à réécrire sa manière de décider. Ce n'est plus seulement une opération militaire d'envergure, mais un moment où Burkina Faso, Mali et Niger adoptent une logique commune, fluide, presque organique. La cohésion cesse d'être un idéal théorique. Elle devient un réflexe de terrain, sans qu'aucun acteur extérieur ne vienne dicter le rythme. L'infrastructure technique patiemment construite avant l'assaut, réseaux locaux chiffrés, drones conçus dans la région, postes autonomes, révèlent alors toute sa portée. Dans cette phase charnière, un élément se détache, l'adhésion sociale. Les radios locales, longtemps reléguées à un rôle marginal, reprennent une fonction centrale. Elles diffusent non seulement les informations opérationnelles, mais aussi les premiers signes d'un changement profond dans la perception collective. Les habitants comprennent que ce combat n'est pas mené au nom d'eux, mais par eux, pour la première fois depuis longtemps. L'élan porté par Ibrahim Traoré n'est plus seulement militaire. Il devient une force de cohésion sociale, un révélateur de souveraineté vécue au quotidien. Ce midpoint ne marque pas une pause. Il annonce que l'après-victoire va compter autant que la victoire elle-même. L'offensive de Tindiban n'a pas seulement modifié une carte militaire. Elle a produit des conséquences concrètes, immédiates et durables pour 4 grands ensembles d'acteurs du Sahel. Ces effets, encore en pleine évolution,
constitue la véritable mesure de la transformation en cours, bien plus que les seules victoires tactiques. La dynamique, amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, se déploie désormais au niveau local, national, économique et régional. Les premiers changements sont perceptibles dans les villages, longtemps pris en étau entre groupes armés et lenteurs institutionnelles. Le retour de la sécurité provoque un mouvement d'inversion rare. Les déplacés commencent à revenir, les marchés rouvrent et les écoles reprennent leur activité. Les radios communautaires, redevenues centrales, renforcent le sentiment d'appartenance à un projet collectif. Pour la première fois, les habitants voient une opération militaire qui ne les prive pas de leur quotidien, mais leur en restitue une part essentielle. Cette confiance retrouvée constitue un socle déterminant pour la suite. L'apaisement relatif obtenu grâce à la victoire militaire ouvre un espace économique inédit. Les zones frontalières, autrefois paralysées, voient revenir des flux de marchandises. De petites entreprises sahéliennes émergent dans des secteurs encore marginaux il y a peu. Cybersécurité locale, assemblage de drones, logistique militaire de proximité. L'absence de dépendance extérieure dans les systèmes techniques redonne de la marge aux entrepreneurs, qui peuvent désormais travailler avec des circuits plus courts et plus sûrs. Ce redémarrage économique n'est pas spectaculaire, mais il est profond. Pour les États membres de l'AES, l'offensive a servi de catalyseur politique. La performance militaire démontre que la prise de décision locale peut produire des résultats rapides et précis. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, les ministères regagnent de l'autonomie et reconfigurent leurs priorités autour des besoins internes. La coordination interarmée, mise en place pendant l'opération, devient un référentiel durable. L'influence d'Ibrahim Traoré, au cœur de cette dynamique, renforce un modèle où souveraineté rime avec réactivité institutionnelle. À l'échelle régionale, les répercussions sont tout aussi marquantes. La victoire agit comme un signal. Le Sahel peut désormais défendre son territoire sans supervision extérieure. Le Conseil de sécurité sahélien, basé à Niamey, prend de l'importance et commence à structurer des politiques communes. La coopération entre Burkina Faso, Mali et Niger s'approfondit, offrant un modèle que d'autres pays africains observent de près. Ce repositionnement géopolitique ne marque pas une rupture agressive, mais un déplacement du centre de gravité. L'initiative revient enfin à la région. L'ensemble de ces impacts donne à voir un Sahel qui, pour la première fois depuis longtemps, agit plutôt que réagit. Et derrière cette dynamique se dessine la continuité d'une impulsion initiée par Ibrahim Traoré, devenu le fil conducteur d'un changement large et durable. Les mois qui suivront l'offensive de Tindiban détermineront si le Sahel transforme cette victoire en socle durable ou si l'élan s'essouffle. 3 trajectoires réalistes se dessinent, chacune conditionnée par la cohésion interne de l'AES, la pression extérieure et la capacité des institutions locales à maintenir la dynamique enclenchée. Scénario 1, base, consolidation, lente mais réelle. Dans cette projection, l'alliance Burkina Faso-Mali-Niger parvient à préserver son unité fonctionnelle. Les forces armées poursuivent leurs patrouilles conjointes dans les zones frontalières, limitant le retour des groupes armés. Les économies restent fragiles, mais quelques secteurs, logistique locale, infrastructures de communication, petites entreprises technologiques, gagnent en stabilité. Les institutions nationales, encore en transition, ne progressent pas d'un bloc, mais assez pour empêcher un retour en arrière. Ce scénario débouche sur une gouvernance plus autonome, mais exige une vigilance constante. Scénario 2. Optimistique. Diffusion régionale du modèle sahélien. L'efficacité de l'opération de Tindiban inspire d'autres pays africains confrontés à des conflits internes. Les méthodes sahéliennes, autonomie technique, drones produits localement, réseaux sécurisés, deviennent des références.
La coopération AES se renforce, l'économie se diversifie et la région gagne une place nouvelle dans les partenariats Sud-Sud. Un assouplissement des pressions internationales permet une intégration plus fluide dans les circuits commerciaux et diplomatiques. Dans cette dynamique, le Sahel devient un laboratoire continental de souveraineté pragmatique. Scénario 3. Worst. Fragmentation progressive de l'AE, de l'AES. Les tensions politiques internes, l'influence étrangère et la fatigue opérationnelle fragilisent l'alliance. Les divergences réapparaissent entre les trois capitales, ralentissant les opérations conjointes. Les groupes armés profitent de la moindre faille pour regagner du terrain. Les initiatives économiques locales, encore embryonnaires, s'essoufflent faute de soutien institutionnel cohérent. La victoire de Tindiban reste alors un moment fort, mais isolé, insuffisant pour transformer durablement la région. Pour éviter l'érosion de l'élan, chaque décision stratégique des 12 prochains mois devrait être évaluée à travers une seule question. Renforce-t-elle ou affaiblit-elle l'autonomie régionale? Cette boussole simple peut empêcher les retours en arrière et guider l'AES dans une période charnière. Dans l'après-coup de l'offensive de Tindiban, une question revient sans cesse. Que signifie réellement cette transformation pour celles et ceux qui ne sont ni militaires, ni décideurs, ni acteurs régionaux? Pour comprendre la portée humaine du basculement sahélien, il faut examiner trois cercles d'impact distincts. A. Les habitants des zones rurales. B. Les citadins structurés par l'économie locale. C. La diaspora sahélienne, tous touchés à leur manière par cette nouvelle dynamique. A. Habitants des zones rurales. Pour les villages longtemps placés au cœur de l'insécurité, la première conséquence est un soulagement concret. La diminution des menaces dans les zones frontalières réduit les déplacements forcés, permet la réouverture progressive des écoles et réactive les solidarités communautaires. Les familles retrouvent des repères quotidiens qu'elles pensaient perdus. Ce retour à une normalité fragile mais réelle est, pour beaucoup, la première victoire qui compte. B. Citadins et économie locale. Pour poursuivre cette idée, il est utile d'introduire en ville. L'impact se ressent différemment. La stabilisation relative des routes commerciales permet une reprise timide des échanges. Les marchés redeviennent prévisibles. Les entrepreneurs locaux trouvent à nouveau de la marge et les services de proximité se réorganisent. Pour une classe moyenne émergente, cette nouvelle respiration économique offre une perspective, celle de pouvoir investir, se projeter et reconstruire un tissu productif trop longtemps érodé. C. Diaspora sahélienne. À l'étranger, les communautés sahéliennes observent ce changement avec un mélange de prudence et d'espoir. La réussite militaire et institutionnelle redonne une forme de fierté longtemps effacée par les récits de crise. Beaucoup envisagent de soutenir des projets locaux, de revenir temporairement ou d'investir dans des initiatives régionales désormais crédibles. Pour la diaspora, l'enjeu n'est pas seulement émotionnel, il est identitaire. Au cœur de ces trajectoires se dessine une même idée. La transformation du Sahel est tangible parce qu'elle touche la vie ordinaire. Transformer l'élan de Tindiban en une dynamique durable exige plus qu'une victoire militaire. Cela demande une méthode, une continuité et une organisation capable de résister aux pressions internes comme externes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une trajectoire devient lisible, celle d'un Sahel qui structure sa souveraineté au lieu de seulement la revendiquer. Voici une feuille de route en 4 étapes, chacune conçue pour ancrer la réussite dans le long terme, tout en restant fidèle aux capacités locales. 1. Renforcer l'architecture militaire commune. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent consolider la coordination née sur le terrain. Cela implique des centres de formation conjoints, des protocoles interarmés unifiés et une maintenance locale du matériel. Un outillage maîtrisé sur place garantit que la souveraineté militaire reste opérationnelle,
non symbolique. 2. Stabiliser les corridors économiques prioritaires. La sécurité retrouvée doit profiter immédiatement aux marchés locaux. Rouverture des axes agricoles, soutien logistique aux petites entreprises et développement de circuits courts permettent de réduire la dépendance extérieure. Cette stabilisation économique crée un cercle vertueux. Plus de sécurité, plus de commerce, plus de ressources locales. 3. Réintégrer les populations déplacées. Le retour des familles dans les zones libérées est l'un des marqueurs les plus sensibles de la victoire. Programmes communautaires, restauration d'écoles et relance des services de base doivent accompagner cette réintégration. Une souveraineté qui ne redonne pas un foyer reste incomplète. 4. Institutionnaliser la coopération AES. Un conseil permanent, basé à Niamey, doit coordonner les politiques régionales. Décisions rapides, diplomatie unifiée et gestion autonome des crises renforcent l'indépendance que l'offensive a révélée. Cette structure offre un cadre durable à la vision portée par Ibrahim Traoré. Chaque étape vise un objectif simple, transformer une victoire fulgurante en un futur maîtrisé. Au crépuscule de l'opération, une image reste gravée. Celle de la main posée sur le sol, rappel discret de ces micro-actions qui, comme dans les laboratoires improvisés d'Ouagadougou ou de Niamey, avaient préparé l'offensive bien avant son déclenchement. Ce geste, capté par une caméra locale, fait écho aux ingénieurs qui avaient testé les réseaux chiffrés, aux équipes qui avaient assemblé les premiers drones, à toutes ces initiatives minuscules qui, cumulées, avaient rendu l'impossible soudain réalisable. Dans cette scène, Ibrahim Traoré ne célèbre pas une victoire bruyante. Il mesure la portée d'un chemin parcouru dans la discrétion, la patience et la cohérence. Cette sobriété donne à la victoire de Tindibin une résonance particulière. Elle raconte une région qui ne se contente plus d'espérer, mais qui décide. Une région qui troque la dépendance contre la maîtrise, l'attente contre l'initiative. Les villages où les radios locales sont revenus à la vie, les postes où les drones ont pris leur envol, les familles enfin revenues dans leur foyer. Tous portent la trace d'un même sursaut. Pour introduire cette idée, il convient d'évoquer motif callback. Comme les premiers essais techniques de Pécard, cette scène finale rappelle que la souveraineté n'est rarement de coups d'éclat. Elle se construit grain après grain, jusqu'à devenir une force irréversible. Le Sahel avance parce qu'il choisit enfin son propre rythme.